la protection des données de santé? Quel enjeu éthique face à l'automatisation des diagnostics? Comment garantir une égalité d'accès aux soins numériques, en particulier pour les populations les plus vulnérables ou les territoires les plus isolés? C'est précisément pour apporter des réponses à ces interrogations et nourrir la réflexion autour de ces enjeux que la recherche en assistance médicale a organisé ce forum. À travers cette rencontre, MAM souhaite créer un espace de dialogue, d'échange, de partage d'expériences, réunissant des experts, des praticiens, des chercheurs et tout autre usagers du système de santé. C'est avec un grand honneur et une profonde reconnaissance que nous prenons la parole ce jour pour ouvrir officiellement ce forum consacré à la santé à l'ère du numérique. Ainsi, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et d'exprimer ma gratitude à chacune et chacun d'entre vous. Votre participation témoigne de l'intérêt que suscitent les transformations majeures que connaissent le secteur de la santé sous l'effet des innovations technologiques et numériques. Mesdames et messieurs, face aux défis que pose la transformation numérique de la santé, notre responsabilité collective est grande. Il nous appartient de penser dès aujourd'hui les cadres d'un numérique éthique, inclusif et au service de l'humain. C'est donc avec confiance, ambition et engagement que je déclare ouvert ce forum. Je vous souhaite à toutes et à tous des travaux fructueux et des échanges enrichissants. Je vous remercie. Des professions paramédicales. Il est auteur de plus de 150 publications et communications, tant sur le plan national que sur le plan international. Il a également à son actif 30 projets de recherche avec des équipes tant nationales qu'internationales, donc des recherches pluridisciplinaires. Il a également à son actif la rédaction d'un livre portant sur la santé publique et qui a été édité en 2024. Il est membre de l'Assemblée, il est ancien membre de l'Assemblée du département de médecine de l'Université de Montréal. Il a eu son diplôme. Il préside actuellement la Société médicale d'Afrique noire de langue française, qui est ici basée au niveau de la faculté de médecine, et qui édite un journal scientifique pour beaucoup de chercheurs utilisent, qui est Dakar Médical. Dakar Médical, qui est un journal scientifique qui est très connu dans le monde. Il est également le représentant du programme TDROMS en Afrique francophone. Et actuellement, il occupe le poste de président de l'Association sénégalaise des professionnels de la santé publique. Donc, le professeur Adama Faye est un éminent chercheur, du point de vue des projets qu'il a dirigés et qui dirige jusqu'à présent. Et c'est rare au niveau des médecins qu'on ait des gens qui s'impliquent autant dans la recherche. En tout cas, chapeau bas à lui, tous ces projets de recherche. Et nous allons donc passer dans le sujet. Donc, le thème qui nous intéresse aujourd'hui est la santé et le numérique. Donc, la santé et le numérique, quand on dit santé et numérique, bien entendu, il y a des enjeux, mais également il y a des défis. Et puisqu'on a accusé un peu de retard, je ne vais pas insister là-dessus. Je vais lui donner la parole pour développer. Ensuite, on reviendra pour faire une synthèse. Et si le temps nous le permet, nous donnerons la parole à quelques intervenants. Donc, professeur Faye, vous avez la parole pour nous parler de la santé à l'ère du numérique, enjeux, perspectives et... Médical, c'est ça, non? Donc, qui ont bien voulu m'inviter ce matin pour échanger avec eux. Donc, je pense que c'est une excellente chose que de voir des jeunes s'intéresser à la recherche, s'intéresser à la science. Souvent, quand même, bon, je pense que c'est vrai qu'il y a le social, mais quand même, il y a un élément important, c'est la science. Un élément important aussi, c'est le développement des connaissances. Et donc, ce matin, nous allons parler de la science à l'ère du numérique au Sénégal et peut-être dans le monde, parce que je pense que le Sénégal se trouve dans un cadre beaucoup plus global.
Et nous allons voir l'état des lieux, les enjeux et les perspectives. Donc pour ce, je vous propose le plan suivant. Donc après l'introduction, nous allons parler quels sont les outils de la santé numérique, quelles sont les stratégies au Sénégal qui sont développées, les applications concrètes en termes de santé numérique, mais aussi les défis et enjeux et quelles sont les perspectives. Donc j'ai l'habitude de dire que nous avons eu peut-être la malchance d'étudier à travers le papier, parce qu'on se contentait seulement de ce que disait le professeur qui était pour nous vraiment un grand savant, et puis on se contentait de ce qu'il disait. Mais aussi on avait la chance d'avoir affaire à des gens aussi, à des populations qui ne se connaissaient pas aussi. C'est-à-dire que le patient vient et il se confie au médecin. Les choses ont changé. Vous avez la chance d'aller chercher la connaissance ailleurs via le numérique, via en fait toutes ces technologies. Mais aussi vous avez la malchance d'avoir en face de vous des gens qui viennent avec des connaissances claires de leur situation. Donc forcément ça va changer la relation entre le médecin et le patient. Ce ne sont plus les mêmes médecins, mais aussi ce ne sont plus les mêmes patients. Et donc il faudra qu'on revoie la place du médecin dans ce... En fait, je parle du médecin, mais c'est le praticien dans sa globalité. Donc ce sont ces aspects-là que nous allons essayer de voir ensemble. Donc, c'est quoi la transformation numérique? Donc c'est la convergence des données, des algorithmes et connectivités pour transformer les services publics et privés, créant de nouveaux paradigmes d'interaction, de prise de décision et de valeur ajoutée. Il faut dire que le numérique, ce n'est pas seulement dans la santé, c'est dans l'économie, c'est dans l'agriculture. Tous les domaines sont touchés par le numérique. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le numérique permet l'accessibilité des services. On le voit maintenant pour avoir son extrait de naissance. Normalement, vous n'avez même plus besoin d'aller jusqu'au centre d'état civil. Chez vous, vous pouvez, à travers des manipulations, obtenir vos papiers. Pour déclarer vos impôts, vous n'avez plus besoin d'aller au service des domaines. Normalement, chez vous, vous devez pouvoir le faire. Donc, moi, je pense que le numérique constitue d'abord un outil qui permet de réduire les inégalités. C'est extrêmement important. Que ce soit les inégalités sociales ou bien les inéquités. C'est-à-dire qu'on peut être très éloigné dans d'autres endroits et pouvoir bénéficier du même service que la personne qui est très proche. Donc ça, c'est un élément qui est important. Il y a aussi la rapidité d'exécution et le traitement. Ça, ce sont des aspects qui sont extrêmement importants. La traçabilité. Parce que l'année passée, on avait un projet qui portait sur le paiement digital, le paiement numérique. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne concernait pas les fonctionnaires, mais les autres activités, que ce soit la formation ou bien les campagnes de vaccination, comment faire de telle sorte qu'on puisse utiliser le numérique pour le paiement. Ça veut dire que quand vous finissez aujourd'hui, le lendemain, vous recevez votre argent, même si vous êtes dans les endroits les plus éloignés. Mais généralement, quand une innovation arrive, les gens ne se l'approprient pas souvent. En fait, pas dans un premier temps. Parce qu'il y a des gens que le changement n'arrange pas. Il y a des gens que le changement n'arrange pas. Donc, ils ne voulaient pas parler de paiement numérique, peut-être parce que le gestionnaire, il veut bien aller jusqu'à Ziguinchor, donc passer toute la journée à voyager. Le lendemain, il va payer les participants à des formations pour revenir encore le surlendemain. Donc 3 jours pour faire ce que le numérique peut faire en 2 ou 3 minutes. Mais n'empêche, on s'est rendu compte que les gens étaient réfractaires au changement. Donc généralement, ces innovations sont confrontées à l'acceptabilité. Est-ce que les gens acceptent ces nouveaux changements, mais aussi l'adoption et l'utilisation des technologies. On va voir que les technologies sont souvent confrontées à ces défis. Il y a aussi la personnalisation des interventions. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important et on le verra aussi dans le cadre de la médecine. La personnalisation du traitement, mais aussi la personnalisation de la prévention, les messages. On peut avoir des messages qui sont adaptés à la cible. Le président l'a dit, il faut qu'on passe de la médecine curative à la médecine préventive.
Et je pense que le numérique constitue l'outil le plus puissant pour cela, et ça, nous le verrons tout à l'heure. Cependant, il y a des risques. Il y a des risques tout simplement parce qu'il y a la sécurité, on va en discuter, il y a la confidentialité. J'ai l'habitude de le dire, il y a les deux éléments les plus importants qui ont modifié la pratique médicale et même la santé publique, c'est deux éléments. La technologie, je parlais de science, de tout ce qui est innovation, mais aussi le droit. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire, même si on a la technologie. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important. Il y a aussi tout ce qui est fracture numéraire, parce que les connexions ne sont pas les mêmes, aussi bien dans un pays qu'entre deux pays. Il faut aussi qu'on évite la dépendance technologique. Éviter aussi la fracture entre le patient et le médecin. Il faut que toujours la médecine soit humaine. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et à force d'être dans la technologie, on va être ça va être trop mécanique. Et ça, je pense, c'est un élément aussi qui est extrêmement important. Dans le cadre de la médecine, donc, qu'est-ce que le numérique apporte à la santé? L'accessibilité. C'est-à-dire qu'on peut être à Tambacounda, on peut être à Ziguinchor et bénéficier des mêmes services que celui qui est à Dakar. Donc, ça permet de surmonter des barrières. Ça permet aussi d'optimiser l'efficacité. On le verra. Le numérique bien utilisé peut améliorer les capacités de diagnostic, mais aussi les capacités de traitement. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Informer les décisions. On verra qu'avec l'IA, avec toutes ces bases de données, bien utilisées, je dis bien utilisées, peuvent apporter des solutions dans la prise de décision. L'autre élément aussi qui est important, c'est la personnalisation des soins. On l'a dit, donc il faut vraiment des soins adaptés à la personne. Et ça, le numérique peut nous permettre de le faire. Je pense qu'il est important d'inscrire le numérique dans l'évolution des technologies, dans leur globalité. C'est que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, la question qu'on se pose, c'est peut-être qu'on n'aura plus besoin du médecin. Peut-être que vous n'étiez pas là, mais avec l'avènement de l'imagerie médicale, de l'échographie, de l'IRM, on s'est dit, bon, maintenant, parce que la médecine, c'était de l'art. Il fallait faire la percussion, l'auscultation, et même de l'intuition, parce qu'on n'avait pas d'outils. Donc, souvent, c'est en ce moment qu'on parle de médecine art. Mais cette médecine actuelle, à mon avis, ce n'est plus de l'art. C'est une médecine qui est plus mécanique. Vous venez à l'hôpital, on vous fait 90 000 prélèvements, toutes les analyses possibles, l'imagerie. Donc, au fond, la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la place de l'humain? Est-ce qu'on pourra avoir des technologies qui vont remplacer l'humain? Et ça, je pense que c'est un débat qui survient chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie. Et actuellement, c'est le débat qui se pose. Quelle va être la place de l'humain? Je parle de l'humain, je parle du médecin. Quelle va être la place du médecin dans la pratique médicale? Est-ce qu'on aura besoin même des médecins qui sont très, très... Peut-être que quand tu vas donner à l'ordinateur tel symptôme, telle maladie, tel, je pense que l'IA peut te donner un traitement. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on aura réellement besoin? Moi, je pense qu'on aura toujours besoin, mais peut-être pas le même médecin. Et même, c'est la même chose dans l'enseignement. Moi, je pense que nous, quand on faisait l'enseignement en médecine, je voyais le professeur d'anatomie entrer, il fallait savoir dessiner. Donc, on te parle du médiastin, tu réussis à tous tes examens, mais tu ne sais pas où se trouve le médiastin. On te fait des QCM, tu as une grosse note, mais tu ne sais pas où se trouve le médiastin. Actuellement, vous avez des images 3D qui permettent de voir les choses. Valve mitrale, on ne savait pas que... Donc, vous voyez que maintenant, en fait, ça a changé. Et ça doit se répercuter dans l'enseignement. Je pense qu'on ne doit plus enseigner de la même manière qu'on enseigne. Maintenant, l'enseignement, c'est plus des échanges entre l'étudiant et l'enseignant. Tout simplement parce que tu ne peux pas faire un cours mieux qu'un cours qui est dans l'Internet. Tous les cours sont dans l'Internet. Tous les outils sont dans l'Internet. Les images 3D qui te montrent la couleur du sang, des veines. Donc tout ça, c'est des éléments que le numérique nous permet d'avoir et il faut qu'on puisse savoir l'utiliser. Mais je pense que ce qui est plus important et ce qu'on doit garder en tête, ça veut dire que, mais dans tout ça, qu'est-ce qui va être la place du médecin et aussi du pharmacien et du pharmacien? Parce que les outils, toutes les informations, le numérique pourra jouer un rôle qui est extrêmement important. Quels sont les outils dont dispose le numérique? Il y a la télémédecine. C'est vrai qu'au Sénégal, on parle de télémédecine depuis longtemps, mais manifestement, ça a du mal à
développer. Alors que je pense que nous en avons vraiment besoin. Nous en avons besoin tout simplement parce que moi, je viens de Kédougou avant-hier. Dakar-Kédougou, c'est entre 10h et 12h. Et là, il faut aller à Kédougou. Si vous voulez aller à Salémata ou bien vous voulez aller à Saraya, il faut encore 2 ou 3 heures. Donc quand vous avez des problèmes de santé à Salémata, à Saraya, je pense qu'il sera difficile d'avoir les ressources humaines nécessaires sur place. Donc il faut vraiment qu'on utilise au mieux la télémédecine et la téléexpertise. Donc pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer les compétences, comment est-ce qu'on peut traiter les malades à partir de Dakar. Tout simplement parce que aussi nous n'avons pas assez de ressources humaines. On a l'impression qu'on forme, mais il nous manque des ressources humaines. Il y a le dossier médical électronique. Ça aussi, c'est un outil qui est extrêmement important, mais malheureusement au Sénégal, c'est toujours à l'état embryonnaire. En tout cas, l'utilisation n'est pas généralisée. Vous partez dans certains hôpitaux, vous avez ce dossier, dans d'autres, vous ne l'avez pas, alors que c'est un outil qui est fondamental même pour la mobilité du patient lui-même. Avec un dossier et un numéro d'identification national, le patient qui a débuté son traitement à Dakar peut le continuer à Ziguinchor ou à Bignona. Les applications mobiles, donc je pense tout ce qui est promotion de la santé, tout ce qui est prévention primaire, je pense qu'on peut utiliser ces applications qui sont faciles pour établir un pont entre la structure et la communauté. Ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Maintenant, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un outil qui est très puissant, qui est très important, mais je pense qu'il faut qu'on puisse l'utiliser aussi de manière intelligente. Il faut utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente. Sinon, parce que, je donne un exemple simple, même dans le cadre de la recherche, un protocole que vous mettez, je ne sais pas, vous pouvez faire 2 ou 3 semaines pour écrire un protocole, le logiciel vous donne un protocole en 2 ou 3 minutes. Vous lui donnez les éléments clés, il vous donne un protocole qu'il faut peut-être modifier quelques virgules pour avoir. Donc vous voyez quand même, ça permet de régler beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'on va y revenir, il faut savoir l'utiliser de manière intelligente. Il y a aussi les données. Les données donc, qui sont... Heureusement au Sénégal, je pense qu'on a un data center à Diamniadio. Donc ça va être une des technologies qui va marquer notre pratique médicale, mais aussi dans le cadre de la recherche. Quelles sont les stratégies qui ont été développées au niveau national? Donc il y a le plan national de digital, mais il y a le nouveau plan qui est en élaboration, donc qui permet d'intégrer le numérique dans toutes les fonctions du système de santé. Je pense que c'est ça l'idée. Le numérique du niveau central jusqu'au niveau le plus périphérique. Dans le cadre de la gouvernance, le renforcement des infrastructures et la connectivité des établissements, le développement des compétences numériques des professionnels de santé, ça aussi c'est un élément qui est extrêmement important. Bon, en fait, qui est aussi relatif, parce que je pense que la nouvelle génération, ils ont quand même des compétences en termes de numérique qui ne tirent pas de la médecine, mais de leur pratique quotidienne et de l'avancée des technologies. Il y a aussi l'interopérabilité et l'harmonisation des systèmes d'information. On verra que ceci constitue un problème majeur, tout simplement parce qu'au Sénégal, chacun a son système et le plus souvent, les systèmes ne sont pas interopérables, c'est-à-dire que les systèmes ne communiquent pas. Donc finalement, les gens travaillent en vase clos. Et là, je pense que c'est un aspect qui est extrêmement important si on veut arriver à des résultats importants. Il y a le système d'information sanitaire, donc, qui constitue vraiment le socle du système national d'information. Au Sénégal, on a choisi le DHS2. Je pense que ce qui est le cas dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Parce que je pense que, si mes connaissances sont bonnes, c'est l'OAS qui paye, les Norvégiens qui s'en occupent. Mais le problème qui se pose, c'est que personne ne sait où se trouve la base de données. C'est ça. En fait, on sait, mais quand on sait, on a peur. Quand on sait où se trouve cette base de données-là, ça veut dire qu'il y a des millions de Sénégalais, des millions de Guinéens, des millions de Maliens, des millions de Burkinabés qui mettent leurs informations dans une plateforme et au fond, on ne sait pas où se trouve cette plateforme. On ne sait pas qui gère ces données. Donc vous voyez qu'il y a aussi une forme de souveraineté dans la souveraineté même de la capacité à pouvoir développer ces plateformes, mais aussi à gérer ces données. Et je pense que c'est un gros problème au Sénégal. C'est un outil qui est extrêmement intéressant, qui permet de collecter les données, de les analyser à temps réel.
mais il faudrait aussi que les acteurs jouent le jeu parce que les données, il faudra les introduire dans ces plateformes. Il y a ce qu'on appelle le New Deal technologique, donc c'est une orientation du Sénégal qui veut qu'on puisse digitaliser la prévention, le diagnostic, le traitement et la gestion des données. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités veulent vraiment que cet outil soit un élément fondamental pour développer la prévention. Parce que je pense que vaut mieux prévenir que guérir. Il faut aussi la création d'un identifiant unique de santé. Ça permettrait de suivre le patient là où il va se trouver au Sénégal. Il y a aussi la plateforme e-santé, donc, qui est une plateforme nationale de coordination des initiatives numériques en santé, qui vise à structurer les différents projets. Il y a plusieurs télémédecine, DME, il y a aussi la formation, la communication et le logistique. Donc, c'est hébergé et piloté par le CESDOS. Donc, il favorise la collaboration entre le public, le privé et les partenaires techniques. Donc, pour dire vraiment que c'est un outil qui est puissant, qu'on doit pouvoir utiliser, mais tout à l'heure, on verra quelles sont les difficultés. Le numérique constitue aussi un outil puissant pour atteindre ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. C'est-à-dire que chaque Sénégalais puisse adhérer à une mutuelle de santé et que lorsqu'on est malade, ce n'est pas à la consultation qu'on paye. Il faudrait qu'on paye avant d'être malade. Et aujourd'hui, actuellement au Sénégal, je pense qu'en termes de couverture, on ne dépense pas les 30%. Donc il y a 70% des Sénégalais aujourd'hui, s'ils veulent se faire traiter, ils sont obligés de payer. Et ça, je pense que ça constitue un problème majeur. Et on pense qu'avec cette nouvelle technologie, on peut augmenter l'inclusion des personnes, optimiser et centraliser les données, vérifier instantanément l'adhésion des personnes, mais surtout favoriser ce qu'on appelle la portabilité. C'est quoi la portabilité? C'est qu'au Sénégal, quand vous êtes dans une mutuelle de santé à Thiès, si vous allez à Kaolack, vous tombez malade, vous ne pouvez pas vous faire traiter. Tout simplement parce que vous êtes limité dans votre zone ou même dans votre département, ou même dans votre région d'adhésion. Et on pense qu'en utilisant les technologies modernes, on peut être malade et se faire traiter partout. Et je pense que ça, c'est un élément important qui va booster, ou bien en tout cas qui va montrer l'importance de ces technologies. Nous allons voir ensemble quelques applications du numérique en santé. Donc là, c'est un projet que nous avons actuellement, ce qu'on appelle un projet de chatbot. C'est pour améliorer les connaissances des adolescents et des adolescentes sur la contraception. Donc, et on sait que les adolescents et les adolescentes utilisent beaucoup les technologies. Donc ce que nous avons fait, nous avons récupéré tous les documents au Sénégal en termes de normes et protocoles. Nous les avons mis dans une plateforme et développé une interaction entre l'adolescent et cette plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez venir poser des questions sur c'est quoi la contraception, est-ce que c'est important la contraception, quelles sont les méthodes, et normalement ce chatbot va vous répondre. Et je pense, comme on l'a fait pour la planification, on peut aussi le faire pour d'autres problèmes de santé. Donc pour dire qu'actuellement, on dispose des outils qui permettent vraiment de développer la prévention, surtout chez les jeunes, sans pour autant qu'il y ait une action du médecin. Une autre application qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la surveillance épidémiologique. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'on sait que la surveillance est extrêmement importante. On a beaucoup de données de surveillance épidémiologique. Actuellement, c'est un projet dans lequel nous sommes avec le ministère de la Santé pour voir comment est-ce que l'intelligence artificielle permet d'améliorer la surveillance. Nous avons d'excellents résultats pour le moment dans la détection des épidémies et aussi dans la prédiction des épidémies qui vont survenir dans l'avenir. Ce que l'être humain seul ne peut pas faire. Donc vous voyez vraiment que les applications sont nombreuses et les applications sont importantes et je pense que nous sommes dans ce cadre-là. Il y a aussi, dans le cadre de la prévention primaire et secondaire, ce qu'on appelle le M-diabète. Donc c'est une application qui est faite parce qu'au fond, avec les maladies non transmissibles, avec les maladies chroniques, il faut un suivi prolongé.
il faut un suivi prolongé, il faut aussi un suivi communautaire. Et donc, nous pensons que le numérique peut jouer un rôle extrêmement important et peut permettre aux médecins de suivre continuellement ces patients, sans pour autant que ces patients viennent à l'hôpital. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Ça a été lancé en partenariat avec l'OMS et l'Union internationale des télécommunications. Donc, ça utilise des outils très simples, la téléphonie mobile pour le suivi et l'éducation thérapeutique. Ça permet de sensibiliser les patients en donnant des informations simples et qui sont utilisables. Donc, à travers l'envoi d'SMS, on sait qu'au Sénégal, on a beaucoup de problèmes pour le suivi du PV, on a beaucoup de problèmes pour le suivi de la CPN. Donc, tous ces éléments-là peuvent utiliser cette nouvelle technologie qui permet de remplacer d'une certaine manière le médecin. Mais on verra que ce remplacement est très limité. Le numérique constitue un puissant outil de diagnostic et de traitement. Là, c'est une recherche qui a été faite par l'équipe de Cancero au Sénégal. C'est dans le cadre du dépistage des lésions du cancer du col. Donc, l'humain, à travers l'inspection vaginale, ne permet d'identifier que 36% des cancers. C'est-à-dire que si 100 personnes ont le cancer, l'humain seul ne peut identifier que 36%, 36%. Alors que l'intelligence artificielle peut identifier 60. Et quand on les met ensemble, on identifie 71 cas. Donc vous voyez que c'est un outil qui est, en fait, pas plus intelligent, mais là où on peut mettre plusieurs cas, parce que ce que vous faites, c'est simple. Vous prenez plusieurs situations de lésions du cancer, vous le donnez à la machine, et dès qu'il voit une lésion qui est similaire, la machine va le souligner. Mais nous, ce que l'on prône, c'est quoi? C'est l'association entre l'humain et je pense que c'est ça le grand enjeu. Comment associer l'humain et la technologie? Parce que la technologie ne pourra jamais prendre la place de l'humain, même si des fois la technologie elle est beaucoup plus performante. Mais il faut toujours avoir, et je pense que ce travail-là a montré qu'il faut les associer. Et ce qui est important, c'est que cette technologie, on peut l'utiliser dans les villages les plus éloignés. C'est-à-dire que maintenant, dans les villages les plus éloignés, même en l'absence d'un prestataire, on peut dépister 60% des cancers du col. Pour des pays comme le Sénégal, qui n'ont pas de ressources, il nous est difficile de recruter, je pense que c'est un élément qui est important. Mais comme je l'ai dit, la technologie, il faut toujours l'associer à l'humain. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Il y a aussi la prise en charge. Donc, actuellement, il y a beaucoup de stratégies qui sont développées dans les régions qui sont éloignées pour voir comment est-ce que, à partir de Dakar, on peut aider à diagnostiquer, mais aussi à traiter. Mais l'exemple montre que même la chirurgie, si vous voulez la faire à distance, il faut qu'il y ait un chirurgien sur place. Parce que la technologie, elle est toujours défaillante. Et nous l'avons vu tout à l'heure. Même pour faire la projection, on a eu des problèmes. Et si ça ne marchait pas, je devais le faire sans la technologie. Donc il faut aussi qu'on soit prêt à fonctionner sans la technologie. C'est-à-dire que la technologie ne peut pas fonctionner sans l'humain. L'humain peut fonctionner avec la technologie, mais l'humain doit s'aider de la technologie. Et même je pense sur le plan religieux, ça se justifie. Donc je pense que Dieu nous a donné des capacités. C'est le seul être qui peut atteindre un certain niveau de réflexion pour pouvoir développer des choses, mais il faut qu'on puisse savoir quelles sont les limites. Quelles sont les limites et comment utiliser de la manière la plus judicieuse la technologie. Il y a aussi la gestion des données. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'on ne peut pas prendre des décisions sans des données. Malheureusement, quand même, le Sénégal a vécu pendant 3 ou 4 ou 5 ans sans des données, sans avoir des données fiables parce qu'il y a une longue grève des infirmiers, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc ce qui fait qu'on a des problèmes de complétude et de promptitude. Et vraiment, des fois, ça faisait mal de voyager dans la sous-région et de se rendre compte que le Sénégal était le pays. Mais c'est impressionnant, on a du mal à le croire, mais des fois, tu avais honte de présenter les données du Sénégal. Parce que les données n'étaient pas fiables. Et moi, je pense, ce que je dis aux infirmiers, on peut faire la grève, ne pas aller travailler. Mais on ne peut pas aller travailler et ne pas prendre les données. Parce que c'est ça qu'ils font. Ils vont travailler, mais ils n'enregistrent pas les données dans le dispositif. Ce qui fait que, quand même, bon, maintenant, je pense que ça s'est un peu calmé. Ils ont décidé d'arrêter sur tout cela. Mais il faut que
le gouvernement puisse trouver des stratégies pour contourner cela. Parce que c'est vrai que la technologie elle est importante. Quand tu as, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez l'avoir, mais si vous avez les coordonnées, en un moment, vous pouvez savoir tout ce qui se passe au Sénégal en termes de pourcentage, qui a fait la CPN, qui n'a pas fait. Donc c'est une masse d'informations qui est extraordinaire, mais qui peut être bloquée par 2 ou 3 personnes qui ne veulent plus travailler. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Donc là, je vous présente un peu le système de gestion de données avec des indicateurs qu'on peut avoir. Et vous voyez que le rouge, c'est là où les données ne sont pas complètes. Et vous voyez qu'il y a plus de rouge qu'autre chose. Hein. Et le vert, c'est là où les données sont complètes. Donc, pour vous dire que nous sommes confrontés... En fait, la technologie elle-même, elle est fragile. Elle est fragile si tous les acteurs n'y adhèrent pas. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut toujours avoir en tête. Donc, en résumé, on peut dire que la synthèse des... On peut dire que la technologie peut jouer un rôle extrêmement important dans la prévention. Et moi, je pense qu'on doit vraiment miser sur la technologie pour améliorer la prévention. Ça, c'est un élément important. Mais aussi dans le diagnostic, on l'a vu. Et maintenant, je pense, hier ou avant-hier, j'ai vu qu'il y a un étudiant, je pense, burkinabé, qui a gagné un prix donc, de diagnostic du palud à travers l'IA. Parce que c'est une application qui permet de faire le diagnostic du paludisme à travers l'IA, rien qu'à la lecture des lamelles. C'est-à-dire que la technologie est plus performante que l'humain pour le faire. Donc vous voyez que, et je pense que c'est un champ de recherche et d'application pour tous les jeunes chercheurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'IA dans le cadre de votre pratique quotidienne. Et ça, je pense vraiment que c'est un enjeu majeur pour les jeunes chercheurs, mais aussi pour les jeunes praticiens, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux utiliser la technologie dans nos pays pauvres où nous n'avons pas de ressources partout, où les moyens de communication sont extrêmement difficiles. La prise en charge, c'est un élément qui est extrêmement important. Les données aussi, pour prendre des décisions, ça aussi, c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Quels sont les défis et les enjeux? Dans nos pays, le premier problème, c'est le défaut de connectivité. Moi, j'ai été à Kédougou, mais dans plusieurs villages, il n'y a pas de connexion. Ou bien les gens sont obligés de monter sur des montagnes, des arbres pour avoir la connexion. Parce que, et je pense que c'est ça le problème. Le Sénégal, ça se limite à Dakar, Thiès et peut-être Mbour. Hein. Mais dès que vous sortez de ces zones-là, vous vous rendez compte des difficultés que les gens ont pour... Il y a l'ingénieur de compétences numériques. Ça, je pense qu'il faut rapidement qu'on développe ces diplômes, ces formations diplômantes pour le personnel de santé. Il y a aussi la multiplicité d'applications. Parce qu'en réalité, ces applications dépendent des bailleurs. Ils viennent, ils ont leurs ressources, ils mettent en place les applications et il n'y a pas d'interconnexion entre les applications. Donc je pense que là, il faut que le gouvernement soit plus fort pour s'assurer que tout ce qui vient va dans le sens de l'intérêt du pays. C'est quoi? C'est le risque de système isolé, comme je l'ai dit, du fait des applications, de piratage, ça c'est un élément qui est important, de fuite des données. Comme je l'ai dit, pour le DHS2, on ne maîtrise pas les données, on ne sait pas où sont les données, et je pense que ça peut tomber sur n'importe qui. Et les gens vont en faire d'autres utilisations dans le cadre de la publicité ou bien d'avoir des informations sur des populations. Donc ça aussi, c'est des éléments sur lesquels il faudrait qu'on y travaille. Donc je pense que le premier élément, c'est quoi? C'est la protection des données. Il faut qu'on puisse avoir des dispositifs qui permettent d'assurer la protection avec un niveau de sécurité maximal. Il y a aussi le consentement. Il ne faut pas oublier le consentement. Il faut que les patients et les personnes puissent donner leur consentement et aussi retirer leur consentement dès que c'est possible. Donc vraiment, il faudrait le consentement de la personne. L'hébergement souverain. Je pense qu'il ne sert à rien de développer un grand nombre de données quand on n'a pas la capacité de les héberger. Et je pense que peut-être que ça va être difficile pour le Sénégal seul de le faire, mais peut-être au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on peut essayer de voir comment faire de telle sorte que nos données soient quelque part. Ça aussi, je pense, un aspect qui est aussi extrêmement important. Et c'est même dans le cadre de la souveraineté. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait une vision de la souveraineté toujours nationale, quoi. Il faut qu'on ait une vision de la souveraineté peut-être régionale. Parce qu'il est difficile pour le Sénégal d'être souverain dans tous les domaines. Ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense qu'ils le disent, ils vendent de l'illusion. Il faut qu'on ait une souveraineté sous-régionale, que ce soit dans le cadre des vaccins, dans le cadre du numérique, qu'on puisse, le Sénégal, la Gambie, le Mali, donc qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on peut assurer cette souveraineté que de faire que chaque pays
veuille avoir sa souveraineté. Il faut de la responsabilité, c'est-à-dire l'aspect éthique. Et donc, je pense que l'aspect le plus important, c'est, tout à l'heure je l'ai dit, le monde, la médecine, la santé publique, deux éléments l'ont guidé. La science et la technologie, mais aussi le droit et l'éthique. Ça, c'est deux éléments qui sont extrêmement importants. Il faut que nos systèmes d'éthique, nos comités s'adaptent par rapport à cette nouvelle manière de traiter, à cette nouvelle manière de rassembler les données. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Sinon, les populations ne sont pas protégées. Donc, en termes de perspective, dans le cadre du suivi des patients, il faut étendre les programmes existants à d'autres pathologies comme l'HTA et le VIH. On a donné des exemples, mais je pense qu'il faut rapidement qu'on essaie de généraliser cela, utiliser tous les moyens pour pouvoir, et les canaux qui sont quand même sécurisés. Et c'est ça le problème, parce que même WhatsApp, on ne sait pas ce qui se fait derrière. WhatsApp, on ne sait pas qui gère WhatsApp. Donc, on discute, et puis même, dernièrement, il y a je ne sais pas, c'est quel organe de l'État qui avait reçu des ordinateurs venant des États-Unis. Mais je pense, la justice, comme je disais, ça c'est... Mais heureusement, je pense qu'ils ont décidé de laisser ça à côté, quoi. Oui, parce qu'il y a des outils pour lesquels un pays ne peut pas recevoir d'un autre pays. Vous imaginez le Sénégal doté de portables à la justice américaine, mais oui, vous dites ces gens. Donc vraiment, ça c'est des éléments de souveraineté. Mettre en place des messages multilingues, ça aussi c'est un enjeu majeur. Au Sénégal, ce n'est pas tout le monde qui comprend le français, ce n'est pas tout le monde qui comprend le Wolof. Mais ça, c'est un travail qui se fait au niveau local. Il faut que les jeunes que vous êtes, vous commencez à réfléchir rapidement à comment mettre en forme des plateformes qui prennent en compte le contexte local avec la langue Wolof, Pulaar, Serer ou entre autres. L'application, vraiment, qu'on le veuille ou non, l'IA va fondamentalement jouer un rôle important. Mais ce qu'on doit éviter, c'est que l'IA nous remplace nous-mêmes. Donc, il faut qu'on puisse anticiper sur ces capacités et voir comment se positionner. Donc, mais il sera bien de développer des applications nationales intégrées pour la prévention et la surveillance. Donc, ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Encourager la création d'applications open source, ça aussi, c'est important. Prioriser les thèmes à fort impact. On ne peut pas commencer par tout, mais on peut voir quels sont les problèmes de santé les plus importants. Développer les projets pilotes. Donc, exemple de domaine prioritaire, le télésuivi des femmes enceintes, le suivi communautaire du paludisme, les réseaux numériques de secours. Actuellement, on est en train de mener un projet pour voir un peu comment informer à temps réel sur les accidents de la circulation. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents et surtout identifier les zones accidentogènes. Donc, et à travers l'utilisation des téléphones, voir comment donc renforcer la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers pour qu'on puisse vraiment avoir l'information à temps. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour dire que la technologie devrait améliorer la relation soignant-soigné et non la remplacer. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Il faut que l'humain soit au centre de tout. Le numérique transforme la santé, mais sa finalité reste l'humain. Donc, le patient et le professionnel. Donc, enfin, l'humain guide la technologie et non l'inverse. Ne soyons pas l'esclave de la technologie ni l'esclave de l'IA. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je suis le docteur Hugo Herman Boungwe et c'est un honneur pour moi et un plaisir de me retrouver dans cet amphithéâtre qui est le centre du savoir pour ce qui est de nous qui sommes des chercheurs en tant que médecins. Mais c'est un plus grand honneur de passer encore auprès de mes maîtres. Et on dit souvent qu'on ressent une très grande pression quand on doit parler après ses maîtres, parce qu'on se demande souvent qu'est-ce qu'on va dire de plus. Et je les félicite. Souvent on dit on ne félicite pas nos maîtres, mais leur présentation introductive va un peu faciliter cette séance interactive. Je remercie l'association de nous avoir permis de pouvoir faire cette présentation, particulièrement pour ce qui est de la santé mentale, qui est un élément qui semble être parfois très négligé dans le cadre de la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, mais également en termes de santé de façon générale, parce que ce sont des personnes qui sont souvent stigmatisées. Et comme on l'a dit, c'est une séance qui sera interactive. Ça veut dire que c'est vous qui allez parler. Vous allez poser des questions et je vais essayer de m'efforcer d'apporter des réponses.
Mais si je n'ai pas les réponses, le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a l'IA et beaucoup de personnes utilisent maintenant ChatGPT. Donc, il vous donnera certainement les réponses par la suite. Et je suis en spécialisation de psychiatrie, je suis en 4e année et je suis interne des hôpitaux du Sénégal en psychiatrie. Et comme l'association et la présidente m'a sollicité pour cette présentation, on va parler de l'e-santé mentale. Mais concentrons-nous beaucoup plus sur la santé mentale tout d'abord, parce qu'avant de passer au numérique, il faudrait qu'on soit quand même capable, nous qui sommes les êtres humains, de pouvoir faire la prise en charge ou alors d'avoir des connaissances adaptées pour pouvoir aborder les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Et on va donc suivre ce plan. Le plan va nous guider. Il y aura des questions qui vous seront adressées, vous apporterez des réponses et si vous ne comprenez pas, en retour, vous également, vous pourrez poser des questions. Alors pour introduire, on va poser déjà ces 3 questions. Elles sont posées pour vous. Vous pouvez répondre à la question à laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Comme le président de séance l'a dit, c'est une session interactive. Voilà les 3 premières questions qui vous sont adressées. C'est facile, n'est-ce pas? Oui. Je vais essayer d'apporter un élément de réponse à la première question. Oui. Qu'est-ce que la santé? Donc, selon les tests, la santé est définie comme un état de bien-être psychique et mental. Et elle n'est pas uniquement comme l'absence de maladie. Donc, c'est cette définition de la santé. Merci beaucoup. Peut-être il manque quelque chose. Elle a dit pas seulement l'absence de maladie, mais est-ce que c'est seulement la maladie? Et d'infirmité. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? Maintenant, merci beaucoup pour la réponse. Qu'est-ce que la santé mentale? Et la santé mentale englobe beaucoup d'éléments qui sont essentiels pour un individu et même pour sa communauté. Qu'est-ce que la santé mentale? Parce qu'il faut qu'on connaisse ces aspects pour pouvoir s'intégrer dans le numérique. C'est très important. Qu'est-ce que la santé mentale? Vous hésitez? Ou bien vous voulez qu'on demande à ChatGPT de répondre à votre place? Lui, il a toutes les réponses. Quand on parle de santé mentale, on fait référence au bien-être complet qu'un individu ressent et qui lui permet de faire au moins 4 choses. La première, c'est de pouvoir se réaliser. Alors, quand on dit pouvoir se réaliser, qu'est-ce que ça signifie pour vous? La deuxième chose, c'est de pouvoir gérer les tensions normales de la vie quotidienne. La troisième chose, c'est de pouvoir effectuer un travail qui est satisfaisant. Et la quatrième, c'est de pouvoir participer à la vie de la communauté. Alors, qu'est-ce que ça représente? On a défini la santé tout à l'heure. La santé, on ne reviendra pas dessus, mais on va s'appesantir un peu sur la santé mentale. On a dit état de bien-être qui permet à chacun de se réaliser, de pouvoir gérer les tensions normales de la vie, d'effectuer un travail qui est satisfaisant et de participer à la vie de la communauté. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais prendre le cas de nous qui sommes étudiants en médecine.
Si vous êtes des étudiants en médecine, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Simplement. Elle voudrait répondre. Devenir un bon médecin. Très bien. On va garder cette idée-là, devenir un bon médecin. Alors, quand on veut devenir un bon médecin, on passe par des niveaux d'études. Et ça entraîne des situations qui génèrent un stress. Et vous voyez directement la deuxième notion. Hein? Gérer les tensions normales de la vie. Pour un étudiant en médecine, ce serait quoi la capacité à gérer les tensions normales de la vie? Et c'est par cette route-là que tous les étudiants en médecine passent. Ce serait quoi une source de stress pour un étudiant en médecine? Les examens. Mais vous ne pensez pas aux présentations devant vos maîtres à l'hôpital. Et maintenant, si on parle, parce que vous allez pouvoir gérer cela, puisque vous avancez, et maintenant on parle d'effectuer un travail qui est satisfaisant. Ça consiste à faire quoi? À effectuer un travail qui est satisfaisant. On reste toujours sur l'étudiant en médecine. Effectuer un travail satisfaisant. Pardon? Effectivement, effectuer un travail qui vous permettrait d'atteindre vos objectifs, de pouvoir être en mesure de vous occuper au mieux des patients qui seront sous votre charge. Et ça entraîne directement la quatrième notion, participer ou alors contribuer au bien-être de la communauté. Comment vous, étudiez en médecine, et je vais m'adresser peut-être à la présidente, et je ne la vois pas, comment est-ce qu'elle contribue au bien-être de la communauté? Comment MAM participe au bien-être de la communauté? C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui englobe la santé mentale. Et ça permet à chaque individu de pouvoir ressentir du bien-être. Et l'individu fonctionne sur un mode que Engel a décrit. C'est le modèle biopsychosocial qui est représenté là. Le biologique, le psychologique et le social. Et ça englobe beaucoup d'éléments qui, lorsque l'un d'eux est perturbé, entraînent des difficultés chez l'individu par rapport à lui-même, mais par rapport à ses interactions sociales. Là, on a parlé de la santé, on a parlé de la santé mentale. Et notre cher maître a tout à l'heure parlé de la santé sur le plan numérique. C'est quoi l'e-santé? C'est présenté là. C'est tous les éléments en rapport avec le numérique qui nous permettent de pouvoir être préventifs, curatifs. Et ça passe par beaucoup d'éléments numériques. Le téléphone, l'ordinateur, les appareils connectés, les réseaux sociaux. Tout ceci concourant au bien-être de l'individu, au bien-être des patients que nous serons amenés à prendre en charge. Et puisqu'on parle des patients qu'on va être amenés à prendre en charge, qu'est-ce qu'un trouble mental? Voilà encore une session de questions pour vous. Qu'est-ce qu'un trouble psychologique? Quels sont les troubles psychologiques que vous connaissez? Et quel est l'impact des troubles psychologiques entraînent-ils? Oui. Par exemple, c'est exact, hein, ça c'est un trouble psychologique. Le trouble de stress post-traumatique qui survient en général lorsqu'un individu a été confronté à un élément qu'on peut décrire comme traumatique. Ça peut être un accident de la voie publique, ça peut être une agression physique. Mais il ne se développe pas seulement chez l'individu parce qu'il a été victime. Il peut même avoir seulement été témoin de l'événement, ou même encore plus grave, c'est qu'on lui a annoncé l'événement et il développe ce trouble. Voilà un trouble. Quel autre trouble est-ce que vous connaissez? Le trouble bipolaire. Il paraît que c'est à la mode maintenant. Quand quelqu'un se présente devant vous, il est en pleurs. Et après, la minute d'après, il est content.
Ou alors, on lui a demandé un service, il a refusé, on commence à dire qu'il est bipolaire. Hein? C'est ça, le trouble bipolaire. La schizophrénie. En général, quand les étudiants en médecine viennent dans le service de psychiatrie, ils disent qu'ils viennent voir les fous. Et à la base, certaines personnes associent justement la schizophrénie à la folie. Mais nous, on a l'habitude de leur dire que nous ne travaillons pas avec des fous. Nous travaillons avec des personnes qui souffrent de troubles mentaux, de troubles psychologiques. Hein? Et il y a plusieurs troubles psychologiques et ils ont un impact assez grave sur la vie de l'individu, mais également sur les interactions qu'il a avec son monde, avec sa communauté. Par exemple, quand on parle de la schizophrénie, je suis certain que nous tous, nous avons déjà vu quelqu'un marcher dans la rue dans un état catastrophique, sans vêtements. Parfois, les vêtements sont totalement déchirés. C'est ces personnes qui pourraient souffrir de la maladie qu'on appelle la schizophrénie, parce que ça entraîne une altération, une rupture de contact avec la réalité. Ces personnes commencent à vivre dans leur propre monde. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'un trouble psychologique? Parce qu'il faut qu'on sache ce qu'est un trouble psychologique. Alors, voilà la définition d'un trouble psychologique. On dit que c'est un trouble qui entraîne des perturbations par rapport à la pensée, aux émotions, au comportement et même aux relations sociales et qui entraîne une détresse et une difficulté dans la vie quotidienne. Et cette définition est très importante parce que ça englobe d'autres aspects qui ne font pas forcément partie de la maladie mentale pure, mais des situations qu'on décrit comme des situations connexes. Ce sont des événements de vie qu'un individu rencontre et qui génèrent cette souffrance. C'est par exemple un enfant qui est battu par ses parents, ou alors ce sont des difficultés conjugales, ou alors ce sont des difficultés au travail. Ça entraîne une détresse, une souffrance au quotidien et ça perturbe le fonctionnement cognitif, émotionnel et même comportemental de cet individu, sans pour autant être la maladie comme on l'a par exemple dit pour la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Et donc voilà les altérations que ça provoque. Alors, on a des altérations au niveau du fonctionnement mental. Ça concerne par exemple la pensée, qui est cette capacité à traiter les informations par rapport à la perception que nous avons de notre monde. La mémoire, la capacité à enregistrer les informations, à les stocker et à même les redistribuer. Et c'est des éléments importants parce que lorsqu'un individu souffre par exemple de schizophrénie, il a souvent un symptôme qu'on appelle le délire. Et ça altère sa mémoire. Parce qu'il se sert des éléments de sa mémoire, mais c'est déformé par rapport à la réalité dans laquelle il se trouve. Ses émotions même sont altérées. Ce sont des personnes qui ont parfois ce qu'on appelle une froideur affective. Ils ont parfois des attitudes qui font peur. C'est qu'ils s'adressent à quelqu'un et ils lui disent par exemple qu'ils vont lui faire du mal, mais ils ont un large sourire. Ils sont discordants par rapport à leurs pensées, par rapport à leurs émotions. Et ça entraîne également une détresse et un handicap. Le handicap, c'est la souffrance psychique. Ça entraîne une perte d'autonomie. Et ce qui est très intéressant par rapport à la perte d'autonomie, c'est que les outils numériques peuvent aider dans l'amélioration. On va le voir plus tard. Il faut savoir que les troubles psychologiques ont des causes multiples. On dit qu'elles sont multifactorielles. Il n'y a pas un seul élément qui pourrait expliquer la maladie mentale. Et c'est peut-être l'une des difficultés qui pourrait être à l'origine du fait que les personnes souffrant de troubles mentaux ne soient pas toujours adaptées par rapport au numérique. On va également le voir quand on va aborder la partie de la prise en charge. Et comme on le disait tout à l'heure, les manifestations sont variées. Il y a des changements de l'humeur. Tout à l'heure, on parlait du trouble bipolaire. C'est une maladie qui concerne l'humeur. C'est des individus qui alternent entre des périodes où elles sont dépressives et des périodes où elles sont exaltées. À un moment donné, c'est des personnes qui vous disent qu'elles en ont marre de la vie, elles veulent se suicider. Et d'un autre côté, c'est elles qui vous disent qu'elles sont devenues le professeur Fall, qu'elles sont même supérieures à lui, qu'elles peuvent faire bien plus que lui dans leur vie de tous les jours. Et elles commencent à avoir des comportements qui s'apparentent à celles du professeur, mais qui vont même au-delà et qui engendrent beaucoup de difficultés. Et ce qui est plus compliqué, ce sont les idées délirantes. Et c'est là où
les outils numériques auront peut-être un défaut par rapport aux personnes qui souffrent d'idées délirantes. Et j'ai résumé ici un peu les troubles psychologiques. On a les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, le trouble obsessionnel compulsif, que beaucoup de personnes connaissent certainement. Dès que quelqu'un est un peu méticuleux, rangé, on dit que toi tu souffres d'un TOC. Il y a le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a le trouble des conduites alimentaires, il y a les addictions. Et les addictions, c'est très important de noter les addictions. Parce que les addictions, on en a plusieurs. On a celles qui sont liées aux substances et celles qui sont liées à notre comportement. Et des personnes peuvent souffrir d'addiction aux objets numériques. Par exemple, les jeux vidéo. Alors voici une autre série de questions. J'avais dit que je ne parle pas beaucoup, mais apparemment c'est moi qui le fais plus. Alors, quel usage peut-on imaginer des nouvelles technologies en psychiatrie et en santé mentale? Quel usage vous pensez qu'on peut faire? Je vais vous prendre un exemple et je vais peut-être solliciter votre avis. Imaginez que vous ayez un membre de votre famille et dès ce soir, il se met à vous appeler tout le temps, mais vous n'êtes pas la seule personne qui l'appelle. Il vous fait des messages à longueur de journée, il vous parle de tout et de rien, de ce que vous ne comprenez même pas. Il le fait avec tout le monde. Au début, vous répondez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. 4 semaines plus tard, vous êtes déjà fatigué de le faire. Et à un moment donné, ce que certains font, c'est qu'ils vont le bloquer sur tous les réseaux de communication. Mais imaginez que celui-ci souffre de ce qu'on appelle un trouble dysexécutif. Ça veut dire qu'il a un défaut par rapport à contrôler certaines fonctions cognitives, dont l'inhibition. Il ne peut pas s'empêcher d'écrire ou d'interagir, même si ça cause du tort aux autres, parce qu'il souffre d'un trouble de déficit de l'attention. Quelle est l'application numérique qui serait adaptée pour ce genre de patient? Je vais essayer une série de QCM. ChatGPT, numéro 1, je l'ai entendu là tout de suite. Ensuite, une application d'information. Et enfin, un chatbot. Qu'est-ce que vous pensez qui sera adapté pour lui? ChatGPT, l'application d'information ou le chatbot? Si vous avez été attentif à la présentation de notre professeur tout à l'heure, notre cher maître, il a parlé d'une application en particulier, oui, le chatbot. Pourquoi le chatbot? C'est ça. Donc pour lui, c'est un chatbot qui est approprié. On voit donc que les outils numériques ont leur rôle dans les troubles mentaux. Il y en a plusieurs, il y en a tellement. Vous allez voir la liste. Hein? Si vous avez des questions, vous pouvez poser. On peut les télécharger sur les outils Store, Play Store, App Store. Mais il y a une recherche qui a été effectuée qui a répertorié 15 catégories. Les catégories en rapport avec l'évaluation, les outils cognitifs et comportementaux. Entre parenthèses, c'est le nombre d'applications. J'ai juste listé quelques-unes. Il y a pour ceux qui sont de l'entraînement cognitif. Par exemple, quand vous jouez à des jeux sur Internet ou alors sur votre appareil téléphonique, qu'est-ce qu'on vous propose souvent quand vous passez une étape après un jeu? Est-ce que vous avez déjà remarqué? Oui, qu'est-ce qu'on vous propose souvent? Oui, il y a des publicités. Et à part les publicités, qu'est-ce qu'on vous propose souvent? On dit ce jeu va améliorer votre niveau intellectuel, votre mémoire. C'est ça les applications d'entraînement cognitif. Il y a d'autres applications pour les thérapies. Des thérapies qui sont assez nouvelles et qui sont portées beaucoup plus sur les interactions entre les individus. Comme on le disait tout à l'heure, les troubles psychologiques, ce n'est pas seulement la maladie mentale pure, mais c'est des difficultés auxquelles les individus sont confrontés. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du trouble bipolaire.
Mais à côté, il y a ce qu'on appelle le trouble borderline. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Beaucoup de personnes se disent aujourd'hui borderline, surtout les femmes. Et puis, il y a les applications de psychologie cognitive et positive. Il y en a tellement. Mais cette étude, qui a été réalisée en 2019, a retenu sur 1435 applications 73 et précisait que 9% de ces applications proposaient une auto-évaluation des troubles. Donc, ça veut dire que grâce à ces applications, un individu pouvait savoir quels étaient ses troubles. 18% proposaient le suivi de leurs symptômes. S'ils arrivent à identifier leurs symptômes, ils peuvent les suivre par rapport à leur évaluation. 23% pour les thérapies et les traitements. 26% pour l'information et la psychoéducation. Donc l'information sur la maladie et sur la manière dont l'individu peut gérer sa maladie par rapport à son suivi, ses rendez-vous, son traitement. Et maintenant, 8% proposaient un soutien communautaire ou par des pairs. Alors, 64% des applications disent qu'elles sont efficaces. Bien évidemment, lorsqu'un individu a son produit, forcément, il va dire qu'il est toujours efficace. On dit que 36% concernent l'amélioration des connaissances et des compétences et l'auto-prise en charge des troubles avec efficacité. Mais ce qu'il faut noter là, c'est que seulement 10% affirment une capacité à fournir un diagnostic. C'est très important parce que la psychiatrie, c'est une discipline médicale, c'est vrai, mais elle a une particularité. Qui la connaît? C'est vrai, elle en a plusieurs. Mais quand on parle de discipline médicale, elle a sa particularité. Si je prends le cas de la cardiologie, de quoi est-ce qu'on ne peut pas se passer en cardiologie? L'ECG. De quel autre outil on ne peut pas se passer en cardiologie? Le stéthoscope. C'est tout? La MAPA, le tensiomètre. Oui, c'est vrai aussi en médecine psychiatrique, on utilise un tensiomètre, on utilise un stéthoscope, c'est vrai. Mais la psychiatrie est une discipline, si on va le dire, très clinique. Et tout à l'heure, notre prof nous disait qu'il faut que l'humain reste au centre de la prise en charge, même s'il veut s'aider du numérique. En psychiatrie, la discipline est très clinique. On pose des diagnostics sur la base de la clinique. On s'aide beaucoup de la paraclinique pour se rassurer que ce ne soit pas un trouble neurologique, un trouble neuropsychiatrique ou un autre trouble somatique. Parce qu'il existe d'autres troubles somatiques qui ont des expressions psychiatriques. Mais dès qu'on a éliminé tous ces éléments-là, on reste dans le domaine du clinique. Et ça pose souvent une difficulté parce que c'est très dynamique. On va beaucoup parler des personnes qui souffrent de délire. Il vous dit qu'il est le président de la République et qu'il va financer et il va payer toutes les factures d'eau des hôpitaux de tout le Sénégal. Et le lendemain, vous revenez, il vous dit qu'il est le président de la République, mais maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transporter le Sénégal pour que ce soit au Mali. Vous voyez que ça devient un peu difficile. Et à ce moment-là, il faut savoir faire la part des choses pour pouvoir poser le bon diagnostic. Et une autre étude a dit que c'était une étude qu'on a menée en France. C'était l'une des premières expériences avec les outils de santé mentale. C'est le résumé qui est présenté là. Mais il faisait comprendre qu'il y a une difficulté. Parce qu'il y a ceux qui ont la possibilité de pouvoir accéder aux soins s'ils sont offerts par le numérique, et d'autres qui auront des difficultés à pouvoir le faire. Parce qu'il y a cette variabilité sur le plan clinique, mais aussi il y a également le problème de coût, de financement qui va se poser. Et donc il disait que ces applications peuvent être utiles. On peut les retrouver sur des smartphones, sur des objets connectés. On peut faire la téléconsultation ou les télésoins. Mais là encore, c'est un peu difficile. Parce que s'il faut faire des soins en psychiatrie, le patient est agité, il a son délire. Est-ce que c'est l'application qui va lui administrer son traitement? Ça pose un problème. Mais il y a beaucoup d'autres avantages, comme l'utilisation, on le dit encore, de la téléconsultation, mais des psychothérapies individuelles et même familiales.
Et voici une autre série de questions pour vous. En quoi est-ce que le patient qui souffre de troubles psychiatriques est différent d'un patient qui souffre de troubles somatiques? Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, laquelle? Je me rappelle, un groupe d'étudiants de 6e année était venu dans le service et ils ont dit que la psychiatrie, c'est la médecine qui est à part, c'est la médecine des patients qui sont étranges. Vous avez votre médecine. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Oui, laquelle? Oui. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'atteinte organique. Mais il y a un autre élément qui est très important. C'est ce qu'on appelle l'insight. L'insight, c'est la capacité d'un individu à prendre conscience qu'il a un trouble. Une personne qui souffre d'un problème somatique vous dira que je pense que j'ai mal à la poitrine, ça doit être mon cœur. Ou alors j'ai mal à la tête, mais je pense que c'est l'oreille qui est malade. Celui qui souffre d'un trouble psychiatrique aura souvent cette difficulté. Et ça peut entraîner des difficultés dans l'utilisation des applications numériques pour le suivi, le diagnostic et même le traitement. Et j'ai posé une question. Quel est le rôle de la psychanalyse dans le domaine de l'e-santé? Vous avez entendu parler de la psychanalyse? Des trucs un peu compliqués. Son auteur, c'était Freud. Mais si j'ai posé cette question, c'est pour revenir encore sur la singularité, la particularité de chaque patient qui souffre d'un trouble mental. Et c'est ça qui peut poser une difficulté pour les applications numériques. Parce que Freud, dans son approche, faisait comprendre que même si l'individu se construit de la même façon sur le plan psychologique, il est unique. Même si des enfants ont grandi dans la même maison, ils ont reçu la même éducation des mêmes parents pendant toute leur enfance, leur adolescence, jusqu'au moment où ils ont quitté la maison, ils sont différents. Et cet élément est à prendre en compte par rapport aux applications numériques de santé mentale. Et maintenant, le patient qui souffre de troubles psychiques, est-il considéré comme un consommateur commun et donc comme un usager classique de nouvelles technologies? Est-ce que c'est parce qu'on souffre d'un trouble mental qu'on ne peut pas utiliser les outils numériques? C'est possible? Non. D'accord. Bon, c'est mitigé, mais ça reste des individus à part entière. Donc, ils peuvent utiliser des outils numériques. Mais c'est par rapport à l'état de santé dans lequel ils se trouvent. Est-ce qu'ils seront capables de pouvoir les utiliser? Est-ce qu'au moment où le problème, la décompensation va se produire, quand la maladie va ressurgir, les symptômes vont réapparaître, est-ce qu'à ce moment, il sera en mesure d'utiliser l'application? Est-ce qu'au courant de sa maladie, si les symptômes ne se sont pas amendés totalement, est-ce qu'il est capable d'utiliser l'application de façon continue? Alors, on va voir un peu l'importance des outils numériques. 4 en particulier. Ça donne aux individus le pouvoir d'agir. Parce qu'on dit que ça permet de développer une nouvelle forme d'autonomisation qu'on appelle l'empowerment. On a des outils qui sont divers et variés. Tout à l'heure, on parlait du chatbot. Et puis, ces applications peuvent permettre que l'individu suive des objectifs bien précis dans l'amélioration de ses symptômes et même dans sa prise en charge et même dans ses activités quotidiennes. Ça permet la compréhension et le détail de la vie quotidienne des troubles psychiques. Par exemple, il y a des applications, si on prend le cas de troubles bipolaires, il y a des applications qui permettent à un individu de pouvoir faire le suivi de son humeur pour savoir à quel moment son humeur est en train de changer. Et même, ça permet d'augmenter, tout à l'heure on parlait de l'insight, ça permet d'augmenter la capacité de compréhension de son trouble.
Ces applications permettent également la collaboration entre les professionnels de santé et les patients. On peut également utiliser des applications en les jumelant. Une application par exemple pour le traitement, une application pour le rappel des suivis à l'hôpital, une application pour le suivi des symptômes par rapport à la maladie. Alors on va passer à la prise en charge. Voilà encore une autre série de questions. Qu'est-ce que la télépsychiatrie? Quel est son impact sur le lien thérapeutique? Quels sont les avantages, les inconvénients de cette approche sur les troubles psychologiques? Qu'est-ce que la télépsychiatrie? C'est ça. Et quel est l'impact que ça peut avoir sur le lien thérapeutique? C'est ça. Et ça regroupe un peu les avantages et les inconvénients de cette approche. Alors, en termes de téléconsultation, il y a, comme il a dit, des consultations qui peuvent être faites à distance grâce à la téléconsultation. Et ça favorise même la prise en charge de certains troubles psychiques. On a par exemple les TCC, qui sont les thérapies cognitivo-comportementales. Ce sont des thérapies qui sont le plus validées scientifiquement maintenant pour la prise en charge des troubles mentaux. Il y a par exemple le MBSR, qui est une thérapie qui permet la gestion du stress. Aujourd'hui, vous savez, les personnes sont extrêmement sous pression. Et c'est une thérapie qui peut même être appliquée à distance. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs formes et les applications sont diverses. Il y a des applications de psychoéducation, il y a des applications qu'on peut intégrer dans les smartphones, sur les sites web. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut encore que ces applications puissent apporter leurs preuves. Mais elles sont déjà suffisamment outillées par rapport aux informations qu'elles donnent sur les troubles mentaux et même sur le traitement et le suivi des patients. On dit que certains sont entièrement autoguidés. Ça veut dire que lorsque le patient utilise ces applications, il sait où il doit se retrouver par rapport à ses symptômes et même par rapport à sa prise en charge. Et certaines applications peuvent inclure l'aide d'un thérapeute. Et on peut même faire un suivi en ligne et en présentiel par rapport à un objectif thérapeutique qu'on s'est fixé. Alors, quels sont les avantages? Ça permet d'être disponible à tout moment et à n'importe quel lieu, même dans les zones qui sont isolées. Ça permet aussi de réduire l'anonymat et la stigmatisation. Parce que beaucoup de patients ont peur de se rendre dans un service de psychiatrie parce qu'ils disent qu'on va les traiter de fous. Ils ont peur d'être stigmatisés et même par la suite discriminés. Donc on voit que ça permet de surmonter la peur du jugement. Ça permet également que les soins se fassent de façon continue. Parce que si un patient est consulté pour la première fois dans un service, mais par la suite, on n'arrive pas à le suivre, ses symptômes et sa maladie peuvent s'aggraver et ça peut entraîner des complications. Avec ces applications, on peut faire un suivi à distance, on peut faire des rappels. Donc, ça peut même aider les membres de la famille à suivre le patient par rapport à ses symptômes. S'il y a une aggravation, ça permet de signaler, ça permet qu'on puisse amener le patient en consultation rapidement. Pour ce qui est de l'efficacité, on a dit que l'efficacité est plus ou moins similaire à la prise en charge en face à face. Mais ça permet de gérer des problèmes de santé mentale bien spécifiques, comme l'anxiété et la dépression. Alors, quelles sont ses limites? C'est la complexité de la relation thérapeutique. On l'a dit tout à l'heure, par rapport au lien thérapeutique. En psychiatrie, il est très important que le patient puisse rester en contact avec l'équipe soignante. Parce que dans le domaine psychiatrique, la prise en charge institutionnelle joue un rôle capital. Et comme on l'a dit, d'autres limites par rapport à des troubles complexes.
Ces applications sont utiles pour des troubles qui sont d'intensité légère à modérée. Mais pour des symptômes qui sont plus graves, ça va poser un peu une difficulté. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que la santé? On va voir ce que vous avez retenu. Je vois quelqu'un qui a levé la main là-bas. Oui? Merci beaucoup. Qu'est-ce que la santé mentale? Juste 4 points. Hein? J'ai entendu se réaliser, oui. J'ai entendu gérer le stress. Mener un travail satisfaisant. Exact. Et participer à la vie communautaire. C'est très bien, merci beaucoup. On ne va pas revenir sur l'e-santé, on l'a dit. C'est la santé grâce aux outils numériques. Qu'est-ce qu'un trouble psychologique? Oui? Merci beaucoup. Je pense que vous connaissez déjà certains troubles psychologiques, leur impact sur la vie des individus et également l'usage qu'on peut faire des applications numériques en santé mentale. Donc pour conclure, on peut dire que l'objectif est l'amélioration de l'ensemble du système psychiatrique. Anticiper, coordination, qualité de soins, valorisation des soignants et aussi respect des malades. Pour que l'e-santé mentale puisse être effective, il faut d'abord que le système de santé lui-même, par rapport au numérique, soit bien codifié. Et ainsi, celui-ci va être intégré dans ce système-là pour améliorer la prise en charge des patients. Je vous remercie de votre attention. Pas issu du monde académique classique. Je me réclame fier étudiant de l'université de Tivaouane. Et avide chercheur de savoir et de connaissances en tout genre. Ma présence aujourd'hui, bien sûr, pour témoigner mon encouragement par rapport à mes condisciples, d'abord, mais aussi par plaisir. Dieu sait que nous sommes de très grands fans, on va dire, de tout ce qui est psychologie, de tout ce qui est mental chez l'individu. Et ce, depuis toujours. C'est pourquoi, malgré un emploi du temps chargé, nous avons tenu à marquer notre présence, surtout pour cette conférence. Nous n'allons pas trop dire, parce que nous trouvons que vraiment, la matière est présente. Nous cherchons juste à peut-être ajouter notre pierre à l'édifice, ou même donner matière à réflexion, peut-être. Mais je voudrais bien sûr d'abord saluer le professeur Hugo et le professeur Adama Faye, qui ont vraiment su apporter des points très pertinents. Bon, d'abord, je voudrais peut-être tenter ma chance aux questions de tout à l'heure. De mon analyse personnelle, je trouve que la santé, c'est une harmonie biologique et organique qui, bien sûr, de par son bon fonctionnement,
détermine l'efficacité de l'individu. Je trouve que la santé mentale, c'est le ressenti conscient de l'état de cette harmonie. Je trouve que les troubles psychologiques ou psychiatriques, si vous préférez, c'est tout écart d'information entre l'harmonie et le ressenti. Une tentative. Je voudrais aussi, peut-être, attirer l'attention sur le dernier point que le professeur Hugo a abordé, surtout par rapport au chatbot, etc. Parce que... Ah, d'accord. Oui. Parce que il a été observé, notamment en Amérique, surtout chez les mineurs, soit des chatbots ou parfois même les LLM, genre ChatGPT, etc., d'avoir certaines conversations un peu louches, voire même dangereuses. Il y a eu dans certains cas suicide. Et tous provenus en fait de l'encouragement, soit des chatbots ou des IA. C'est pourquoi en fait je trouve que l'insistance sur l'importance de l'humain au centre de cette technologie est très importante. J'ai l'habitude de dire que la technologie, ce doit être l'assistant de l'humain. Elle ne doit pas être remplaçante de l'humain. Toute technologie qui cherche à remplacer l'être humain est d'office un danger existentiel. Un cas pratique, qu'est-ce qui a poussé l'homme néandertal à l'extinction? L'Homo sapiens, une version plus avancée, plus évoluée, plus performante. C'est un danger existentiel. Donc je pense qu'il est le devoir de chacun de garder cette vigilance et de ne pas chercher en fait le chemin facile. Peut-être mon dernier point, matière à réflexion peut-être. Je crois fermement que la solution réelle et long terme de tous les problèmes psychiatriques, tous les problèmes mentaux, ont la même solution, essentiellement. Il y a deux dires. On dit que l'homme, c'est le remède de l'homme. Mais on dit aussi que l'homme, c'est le danger de l'homme. Et pourtant, tous les deux sont vrais. Pourquoi? À travers nos observations, peut-être nos analyses, nous avons observé en fait une réalité. La majorité des troubles psychiatriques sont soit l'homme, à cause des autres, se crée un décalage. Ou bien, par rapport aux autres. C'est-à-dire, pour clarifier, je pense que la solution, c'est la compréhension même. C'est-à-dire qu'une personne dite atteinte de problèmes mentaux, si cette personne est dans un environnement où cette compréhension n'est pas présente, le problème ne peut qu'empirer. Et donc,
c'est là où intervient le premier dire. L'homme est le remède de l'homme. Un autre exemple, j'en ai discuté avec certains présents même. Quand on observe certains, soi-disant troubles, par exemple, disons l'autisme, et pourtant on peut observer plusieurs personnes avec tous les caractères d'autistes, et pourtant qui ne sont pas eux-mêmes conscients qu'ils sont autistes. Pourquoi? Ils n'ont pas été, en fait, comment dire? Ils n'ont pas été développés, ils n'ont pas été dans un environnement où cette réalité était présente. Et donc, à travers leur développement, ce n'est pas quelque chose qui fait partie, en fait, d'eux. Ce n'est que par une influence extérieure ou par une information extérieure qui peuvent vraiment se dire que, donc, en fait, je suis autiste. Et donc là, la question se pose. Est-ce que c'est un problème réel ou est-ce que c'est un problème fabriqué? Si l'individu même n'est pas conscient de son propre problème, et de par son développement et par la compréhension qui l'entoure, parvient à surmener le problème, est-ce que donc le problème existe? Bien sûr, c'est une question de perspective, matière à réflexion. Je ne veux pas prendre trop de temps. Dieu sait que j'avais vraiment l'intention de passer toute la journée avec vous. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment d'avides fans du savoir. Mais, comme le Wolof dit, il n'y a que pexe là. Nous vous remercions encore de nous avoir accueillis. Nous remercions encore les professeurs. Peut-être nous n'avons pas écouté tout le monde, mais li ñu fekkee neex nañu ci mbaaxu Yàlla. Vous m'excuserez, je tente avec la langue de Molière. Je préfère ma langue de Wolof. Mais quand on est à Rome, on fait comme les Romains. C'était ces quelques phrases, ces quelques petits mots que nous voulions peut-être partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.